Bonjour à tous. Alors effectivement, en ce qui me concerne, je vais présenter les résultats d'une étude qui a permis de mettre en évidence, à l'échelle de la Méditerranée, un manque de protection des zones humides d'importance internationale pour les oiseaux d'eau. Alors ce terme de zone humide d'importance internationale, il a été introduit à l'occasion de la signature de la Convention de Ramsar sur les zones humides, qui est une convention qui a fêté son 50e anniversaire l'an dernier et qui a été ratifiée par près de 172 pays. Et à travers cette convention, les pays s'engage premièrement à promouvoir l'utilisation rationnelle des zones humides. Il s'engage également à coopérer avec d'autres pays pour la conservation des zones humides. Et enfin, il s'engage à identifier ces fameuses zones humides d'importance internationale, que l'on appelle du coup également le réseau de sites Ramsar. Alors, ces zones humides d'importance internationale, elles forment le plus grand réseau d'aires protégées au monde, avec plus de 2400 sites et une surface totale équivalente à l'Algérie, donc il est le 11e pays le plus grand du monde. Et alors, pour rappel, une aire protégée, c'est un espace géographique dont l'objectif est d'assurer à long terme la conservation de la nature. Alors, il en existe différents types, et en France, on a par exemple les parcs nationaux, les zones Natura 2000, les parcs naturels régionaux ou encore les réserves naturelles. Et ces aires protégées, on sait que c'est un outil efficace de conservation, notamment parce qu'elles permettent de diminuer l'impact des pressions humaines sur la biodiversité, comme ça a été présenté dans la présentation précédente en ce qui concerne le changement climatique par Élie Gagé. Et on sait également que ces aires protégées, elles peuvent permettre de conserver efficacement les populations d'oiseaux d'eau. On sait notamment que les zones humides d'importance internationale, donc qui sont des aires protégées, je le rappelle, c'est un outil de conservation efficace des oiseaux d'eau, et notamment dans certaines parties de la Méditerranée, donc qui est une région où les zones humides sont à la fois terre d'accueil d'une biodiversité exceptionnelle, mais elles sont également fortement menacées par diverses activités humaines. Alors une zone humide, elle peut être reconnue d'importance internationale si, par exemple, c'est un type rare de zone humide, si elle accueille une proportion importante de la population d'une espèce d'oiseau ou de poisson, ou encore si elle accueille des espèces menacées. Alors malheureusement, on suppose que de nombreuses zones humides qui devraient être considérées comme d'importance internationale, et notamment pour les oiseaux d'eau, n'ont pas ce statut qui est officiellement reconnu. Donc elles ne sont pas intégrées au réseau de sites Ramsar. Et donc l'objectif de notre étude, c'était d'identifier ces zones humides qui sont d'importance internationale pour les oiseaux d'eau, mais dont le statut n'est pas encore reconnu, qui ne sont pas intégrés au réseau du site Ramsar, afin de les prioriser dans la mise en place de mesures de conservation. Donc, afin d'identifier ces zones humides d'importance internationale pour les oiseaux d'eau, nous avons utilisé les données du dénombrement international des oiseaux d'eau à l'échelle de l'ensemble des pays que l'on considère comme méditerranéens. Et donc, pour cette étude, on a utilisé près de 27 années de données qui sont issues de plus de 4000 sites, répartis dans les 26 pays qu'on considère comme méditerranéens. Et on a effectué les analyses pour plus de 145 espèces d'oiseaux d'eau. Et donc, à ces données méditerranéennes, nous avons appliqué 3 différents critères, donc qui sont utilisés dans le cadre de la Convention de Ramsar pour identifier les zones humides d'importance internationale. Alors, les 2 premiers critères, les critères C5 et C6 dont on a déjà un petit peu parlé, ce sont des critères qui sont spécifiques aux oiseaux d'eau et qui stipulent qu'une zone humide, elle est d'importance internationale si elle accueille régulièrement au moins 20 000 oiseaux d'eau, toutes espèces confondues, ou au moins 1% des individus de la population d'une espèce ou d'une sous-espèce d'oiseaux d'eau. Alors, on a également utilisé un 3e critère, donc le critère C2, qui n'est pas un critère spécifique aux oiseaux d'eau, mais que nous, on applique uniquement aux oiseaux d'eau. Et celui-ci, il stipule qu'une zone humide est d'importance internationale si elle accueille régulièrement au moins une espèce menacée. Et donc, à partir du moment où un seul de ces 3 critères était franchi, nous avons considéré une zone humide comme étant d'importance internationale pour les oiseaux d'eau. Alors, on a également utilisé des critères alternatifs aux critères officiels de la Convention de Ramsar. Donc, tout d'abord, nous avons identifié également des zones humides que l'on qualifie de très importantes parce que elles franchissent des seuils 2 fois plus élevés que les critères Ramsar. Donc, des sites qui accueillent régulièrement au moins 40 000 oiseaux d'eau, au moins 1% de 2 populations d'une espèce ou d'une sous-espèce d'oiseaux d'eau, ou au moins 2 espèces menacées.
Et enfin, nous avons identifié des zones humides que l'on qualifie de potentiellement importantes, parce que ce sont des zones humides qui franchissent un critère Ramsar, mais uniquement 3 ou 4 ans. Parce qu'en fait, on a certaines zones humides qui ne sont pas assez régulièrement suivies pour pouvoir prétendre au statut d'importance internationale, puisque un site doit franchir un critère au moins 5 années afin d'être considéré comme d'importance internationale. Et donc, à l'aide de ces différents critères, nous avons identifié près de 300 sites d'importance internationale pour les oiseaux d'eau, et la moitié d'entre eux, donc ici en rouge sur la carte, ne sont pas inclus dans le réseau de sites Ramsar, donc n'ont pas leur statut d'importance internationale qui est officiellement reconnu. Alors, ce manque important de désignation, on suppose que pour certains pays, il est dû à un manque de moyens qui lui-même est dû à une faible gouvernance environnementale qui est parfois associée à une certaine instabilité politique. Et en ce qui concerne les pays de l'Union européenne, on suppose également que ce manque de désignation, ce manque de reconnaissance du statut Ramsar, il est dû à une perte d'attractivité de ce réseau dans les dernières décennies, du fait de l'apparition d'alternatives, d'autres réseaux d'aires protégées, comme la désignation de zones naturelles humides. Alors, nous avons également constaté que parmi les 161 zones humides d'importance internationale qui ne sont pas considérées comme Ramsar, on en a près des 2 tiers, donc 95, qui ne sont pas couvertes par une aire protégée, donc qui n'ont aucun statut de protection, et notamment dans certains pays de l'Union européenne, donc ce qui vient contredire en partie l'hypothèse précédente sur la perte d'attractivité du réseau Ramsar. Et alors en France, une explication possible à ce manque de désignation, c'est que l'on ne désigne pas une zone humide d'importance internationale, on ne reconnaît pas son statut officiellement, si on n'a pas identifié de gestionnaire potentiel de la zone humide. Alors parmi les 297 sites d'importance internationale que nous avons identifiés, nous en avons identifié 83 que l'on qualifie de très importants, donc des sites qui franchissent des seuils 2 fois plus élevés que les critères officiels de la Convention de Ramsar. Et parmi ces sites, on en a 32 qui ne sont pas reconnus officiellement et 19 qui sont sans aucun statut de protection. Et enfin, nous avons identifié plus de 1400 zones humides potentiellement importantes, donc des sites qui franchissent au moins un critère Ramsar, mais pas assez régulièrement pour être considérés comme d'importance internationale. Et la plupart de ces sites, ils ne sont pas intégrés au réseau de sites Ramsar, et en plus, on a la moitié d'entre eux qui n'a aucun statut de protection. Donc, à partir de ces différents résultats, on peut formuler plusieurs recommandations. Donc, la première, qui est assez évidente, c'est qu'on devrait prioriser pour l'intégration au sein du réseau Ramsar les zones humides d'importance internationale que nous avons identifiées et dont le statut de zone humide d'importance internationale n'est pas reconnu officiellement. Alors, on pourrait par exemple étendre le réseau Ramsar en commençant par les 95 zones humides qui ont franchi le critère 2, donc des zones humides qui abritent des espèces menacées. Et on pourrait également commencer par les 32 sites que l'on a qualifiés de très importants et qui ne sont pas actuellement, qui ne font pas partie actuellement du réseau Ramsar. Et enfin, on peut considérer que les zones humides côtières pourraient également être priorisées parce que ce sont des zones humides qui sont très certainement plus vulnérables au changement climatique ainsi qu'à d'autres pressions d'origine humaine, notamment en Méditerranée, comme l'urbanisation. Alors, sans parler du statut Ramsar, on pourrait également désigner de nouvelles aires protégées dans les 95 zones humides d'importance internationale pour les oiseaux d'eau qui n'ont aucun statut de protection. Et c'est d'autant plus vrai qu'on sait qu'on va devoir créer de nombreuses nouvelles aires protégées afin d'atteindre les nouveaux objectifs de protection que l'on est en train de se fixer. On parle notamment d'objectifs de 30% de la surface terrestre protégée d'ici 2030, avec 10% en protection forte. Et en plus, on sait que justement, les zones humides, elles ont été identifiées par l'Union européenne comme étant des milieux à protéger en priorité dans le cadre de ces nouveaux objectifs. Alors en plus de la désignation Ramsar, il est important de systématiquement mettre en place un plan de gestion sur le site afin de renforcer l'efficacité de ce réseau, comme le disait Elie juste avant. Et enfin, il faudrait intensifier les efforts de suivi dans les sites qui pourraient être d'importance internationale, mais qui ne sont pas suffisamment suivis pour pouvoir franchir de facto les critères Ramsar et être considérés comme zone humide d'importance internationale.
Voilà, je vous remercie de votre attention et on tient également à remercier donc l'ensemble des bénévoles, des professionnels qui sont impliqués dans ce comptage. Merci. Merci Fabien pour ta présentation. On a quelques réactions. Une qui en fait t'a un petit peu rapidement touché à ça, mais si tu pouvais développer un petit peu. En fait, la question c'est pourquoi il y a beaucoup de sites qui n'ont pas de statut Ramsar en France. Tu parlais de gouvernance, mais est-ce que tu peux développer un petit peu plus sur ce sujet? Oui. Alors, comme je l'ai dit, en France, on ne désigne pas, on ne reconnaît pas officiellement le statut Ramsar si on n'a pas de gestionnaire potentiel du site qui est identifié. Alors, une autre piste, c'est que donc, dans notre étude, on a considéré 3 critères d'importance internationale pour les oiseaux d'eau, donc 2 qui sont spécifiques, critères C5 et C6 aux oiseaux d'eau, mais un troisième qui n'est pas spécifique aux oiseaux d'eau, en fait, qui n'est pas spécifique du tout, qu'on peut appliquer à l'ensemble des taxons. Donc, le critère C2 et qui dit que on va considérer comme d'importance internationale une zone humide à partir du moment où elle accueille régulièrement une espèce menacée. Et alors ça, on pense que, enfin c'est même sûr, on a remarqué que on a une grande partie de nos sites qui ne sont pas reconnus officiellement, qui franchissent ce critère-là, qui est un critère qui est plus difficile à détecter. À partir du moment où on va avoir quelques individus accueillis régulièrement sur une zone humide, nous avons considéré que cette zone humide a été d'importance internationale, mais on peut plus facilement passer à côté d'une zone humide qui va franchir ce critère-là plutôt que par rapport à une zone humide qui va accueillir régulièrement 20 000 oiseaux d'eau, par exemple. Et en plus, on sait que certaines de ces zones humides qui franchissent ce critère 2, donc qui accueillent régulièrement quelques individus d'une espèce menacée, c'est pas forcément des sites qui vont avoir une capacité d'accueil et une qualité en termes de biodiversité aussi élevée que des sites qui franchissent les critères C5 ou C6. Lors du dernier anniversaire de Ramsar, notamment les 50 ans, il y a eu certaines voix qui se sont levées pour demander un petit peu plus d'action envers Ramsar et la convention de Ramsar, du fait que c'était plus un processus finalement de désignation, de désignation qui visait finalement peu d'actes de gestion, mais plus de communication, et d'aller vraiment plus vers l'action de conservation et des moyens de gestion sur les zones humides. Enfin, on a vu pas mal de publications là-dessus. Maintenant, on doit passer à l'action. Parce que c'est vrai que nous, en tout cas, on utilise plus pour, enfin, c'est pour ces catégories, pour quelque chose d'ordre, enfin, de lister les sites d'importance. Si tu pouvais... Oui, alors j'en profite pour embrayer, apporter quelques éléments de réponse en plus par rapport à la question précédente. C'est vrai que comme il n'y a pas d'action de mesure de gestion qui est obligatoire avec la désignation Ramsar, ça explique également pourquoi on a notamment en France et également en Union européenne de nombreux sites qui pourraient prétendre au statut officiel de Ramsar, mais qui ne prennent pas la peine de administrativement prétendre ce statut Ramsar à partir du moment où le site est déjà en réserve naturelle, est déjà en zone humide et où il y a déjà un plan de gestion. Voilà, ça n'apporte rien de plus à partir du moment où il y a déjà un statut de protection. En revanche, on a vu que dans certaines régions de la Méditerranée, c'est le cas dans les pays du Maghreb, on va avoir une efficacité de ce réseau Ramsar. Donc, je fais référence notamment à un article d'Eli. On va avoir une efficacité de ce réseau-là parce qu'on va avoir beaucoup moins d'alternatives en fait de protection dans ces pays-là. On n'a pas les zones Natura 2000 et on va avoir parfois une gouvernance environnementale qui n'est pas à la hauteur et on va avoir beaucoup moins d'aires protégées. Dans ces pays-là, on a vu qu'on avait vraiment une plus-value de ce réseau Ramsar. Peut-être que je peux apporter quelques éléments aussi. Donc, en fait, l'histoire de la directive oiseaux, donc Natura 2000, enfin, de la directive Habitat, Natura 2000, etc. En fait, elle commence aussi avec la convention de Ramsar en 71. C'est-à-dire que la convention de Ramsar définit des critères d'importance nationale pour les zones humides importantes pour les oiseaux d'eau. Et ces critères ont été repris par la convention de Berne, qui est traduite dans le langage européen comme la directive oiseaux. Donc c'est pour ça qu'en fait, on doit, sous la loi européenne, désigner sous Natura 2000 des zones qui sont importantes pour les oiseaux d'eau dans l'Union européenne. Après, pour un site comme par exemple la baie de l'Aiguillon, qui est
un des sites majeurs en France pour les oiseaux d'eau hivernants, il n'est pas désigné Ramsar, et en fait, il y a d'autres statuts de protection, hein, comme disait Fabien, qui sont bien plus forts que Ramsar. Après, il y a eu effectivement, pendant le 50e anniversaire de Ramsar, des voix qui se sont levées contre Ramsar, et c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent être changées au niveau de Ramsar. Après, en fait, Ramsar, c'est une convention qui est internationale, un peu comme la CBD, qui n'est pas punitive, c'est-à-dire que si on ne respecte pas cette convention, on n'a pas de punition. Et en fait, qui ne respecte pas cette convention, c'est pas les gestionnaires, c'est les États membres. La responsabilité est portée par les États membres. Donc c'est à ce niveau-là qu'il y a des couacs. Et en fait, donc l'exemple des pays du Maghreb est un très bon exemple de prise en charge positive de l'outil Ramsar, où il a été véritablement utilisé dans les années 2000 pour désigner, protéger des sites qui ont favorisé les oiseaux d'eau par la suite. Ça apporte quoi en fait d'avoir une désignation Ramsar par rapport à d'autres destinations comme Natura 2000 ou quoi que ce soit? Est-ce que ça permet notamment d'obtenir plus de financement ou quoi que ce soit? Parce qu'au final, c'est vrai que s'il y a des destinations qui sont plus fortes, qui sont plus contraignantes, et ben c'est un petit peu normal qu'on aille plutôt par là. Alors, on a un petit peu répondu à cette question, mais je pense que la désignation Ramsar, c'est peut-être un premier niveau de protection qui permet déjà d'avoir voilà, peut-être plus de financement et de vraiment identifier une zone humide où on va devoir limiter au maximum les pressions anthropiques sans forcément mettre en œuvre des mesures de restriction très importantes. Mais effectivement, pour un site, comme on le disait, où il y a déjà un statut Natura 2000, un statut de réserve naturelle, on a un intérêt qui est bien moindre.